Hello ladies and gentlemen, bonjour madame, bonjour messieurs, merci de regarder Comme dit télévision. C'est le grand débat édition du 31 octobre 2021. Deux thèmes pour vous entretenir 2 heures durant, 11h, 13h. D'abord la question de l'hygiène, les salubrités de nos grandes métropoles qui préoccupent à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Cameroun Énergie. Non, Total Énergie Cameroun 2021. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi Isacam, la société gestionnaire de ces ordures-là dans plusieurs métropoles camerounaises, n'arrive plus à faire le travail qui est attendu d'elle? Pourquoi également est-ce que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les armes crépitent toujours? Des solutions extérieures sont-elles la bienvenue dans notre pays pour nous permettre de sortir de cette crise? Voilà les thèmes qui seront abordés au cours de ce débat. Pour en parler, 4 invités de haut niveau sur notre plateau. Madame Fadjimatou Natacha est internationaliste, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour madame. Bonjour Désiré, bonjour aux copanélistes. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus à Candice TV après un bon moment d'absence pour des raisons que vous pouvez connaître. Et deuxièmement, je rappelle que je ne suis pas là à titre personnel. Je suis envoyé par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et je suis là en tant que communicante du Lion. Vous portez donc la voix du comité central du RDPC sur ce plateau. À l'extrême droite, M. Denis Omba est directeur de l'Observatoire national des médias et de l'opinion au ministère de la Communication. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour Désiré, merci de m'avoir invité. C'est tout le plaisir d'être là, de partager avec vous la vision du gouvernement sur les grands sujets que vous avez abordés. Je voudrais faire toute simple précision. La compétition, c'est Cannes Total Énergie 2021. D'accord. C'est l'appellation pour ça. Ok. Monsieur Cho Walters est également sur ce plateau. Vous le connaissez certainement, vous qui êtes habitué de ce programme. Il est juriste, docteur. Il aime à se présenter en tant que spécialiste de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mr. Cho Walters, good morning and welcome on our floor, in our studio. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Je salue mon cher aîné sur ce plateau, M. Denis Omba. On n'a pas souvent la chance d'avoir des aînés comme lui sur un plateau. J'espère que vos téléspectateurs seront satisfaits de ces échanges très fructueux, intellectuels ce dimanche. Je suis toujours là et je suis plutôt expert en sciences économiques et de gestion, pas juriste, mais j'ai quand même des capacités parce que j'ai d'abord commencé à l'université de Yaoundé en sciences politiques. J'ai fait anthropologie politique. Après, je suis allé à la faculté des sciences économiques et de gestion, master, maîtrise et en plus doctorat. Donc je suis expert en sciences de gestion. Avec vous, nous parlerons certainement des questions d'économie et de guerre qui se développent dans les 2 régions à majorité anglophone de notre pays. La dernière personne que je vous présente ce matin, c'est M. Yaya Bello, qui est membre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Vous portez également la voix de ce parti politique sur ce plateau. Bonjour M. Bello, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Désiré, c'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Je dis bonjour à tous les copanélistes et bonjour aux millions de Camerounais qui sont en train de nous suivre. C'est toujours un débat, c'est toujours un plaisir de venir débattre des questions qui intéressent notre pays pour que notre pays avance. Ceci dit, nous allons très rapidement entrer dans le premier thème, Cannes 2021. Faut-il s'inquiéter de l'hygiène, la salubrité, de l'aspect physique de nos villes? Point d'interrogation, Lévi Cyclo de Mayo qui signe ce reportage au milieu de cette semaine alors que les ordures jonchaient pas mal de rues de la capitale Yaoundé et même lorsque le mouvement commençait du côté de Douala, capitale économique du Cameroun. On écoute Claude Maillot, on revient juste après pour aborder les questions de sortie de cette crise.
Sur la route de la Coupe d'Afrique des Nations, Yaoundé dévoile son décor des plus inquiétants. Les ordures jonchent les abords des rues. Les secrets pourtant bien enfuis de nombreux ménages sont exposés. Un tour de ville permet de constater l'ampleur des dégâts. Monté et Kounou, Voratanambala, Carrefour Intendance, Komkana, Fougerolles, c'est toute la ville qui en pâtit. Les bacs à ordures poussent à l'odeur des cris de détresse pour un ramassage immédiat. C'est pas bien. Les gens même qui travaillent pour ces pays, on les néglige. On les néglige. Non, on va démissionner. Vous ne voyez pas comment les femmes sont en train de travailler là-bas pour vendre. Ils ont travaillé là-bas. On souffre comme ça. Non, on va faire comment? On va aller rester à la maison, on va manger quoi? La société d'hygiène et de salubrité n'y est pas passée depuis près d'une semaine et l'attente compte s'éterniser puisque les camions sont en gare. Les employés n'ont pas perçu de salaire depuis 3 mois. Voici mon dernier bulletin de paye. Quand vous voyez mon dernier bulletin de paye, il date de juillet. Vous voyez, et combien j'ai reçu? 26 000, un père de famille. En 3 mois, vous pouvez manger 26 000. En 3 mois, dans un pays sérieux, dans une société sérieuse comme Isakam, on me parle de retour congé, alors qu'on dit qu'on doit nous donner le salaire de base quand on revient des congés. Voici une lettre que j'avais écrite au PDG, M. Michel Ngapanou. Avec cette lettre, j'ai reçu 8 jours de mise à pied. Pour peu, on vit constamment les 8 jours. On n'a même pas un collège où on peut gérer nos problèmes. Parce qu'on sous-entend que nous, on a la poubelle et on a la poubelle dans la tête. Nous voilà, avec nos familles, nous vivons à la belle étoile. Les enfants ne vont pas à l'école. Les femmes ne sont plus dans les foyers. Tout est bafoué, tout est codifié. Sur les 14 autres revendications, les grévistes réclament le remboursement des frais de cotisation de la mutuelle et la libération de leurs collègues en détention à la prison centrale de Kondengui. Ça fait 1 an et poussière. Déjà, je pense bien. Notre entreprise n'a pas réagi jusqu'à présent. Ils nous disent qu'il est dehors. Non seulement ils nous donnent nos salaires, ils nous fait sortir notre collègue et il nous remet notre mutuelle, la cotisation individuelle des employés. Ça ne le concerne pas. C'est notre argent, c'est notre cotisation. Que le jour qu'on t'enlève au travail, tu reprends ta vie en main. À l'infirmerie, présentement, il n'y a aucun médicament. Moi, j'ai 4 ans de service dans cette boîte. On nous a fait des promesses tout le temps. Il n'y a pas de salaire, on nous donne des dates qui ne respectent pas. Selon le plan prévu, les activités ne reprendront qu'après que des solutions concrètes aient été prises par la direction générale. Nous sommes un peu trop frustrés dans l'entreprise. On ne nous considère pas, alors que nous sommes le maillon fort du Cameroun. Si on n'enlève pas l'ordure, vous-même regardez comment Yaoundé se retrouve aujourd'hui. Donc si on a décidé d'arrêter le travail, c'est pour que l'ordure parle à notre place. Nous sommes comme les médecins, comme les soldats qu'on envoie aussi dans les zones de guerre. Nous-mêmes, on fait la guerre avec l'ordure. Un arrêt des travaux qui met un coup de frein sur le plan de salubrité initié avec l'acquisition de 100 nouveaux véhicules par la Société de gestion des ordures. Sans ressources, le rêve de faire de Yaoundé une ville propre à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations pourrait se briser. Mr. Walters, des ordures à n'en plus finir dans la ville de Yaoundé, Douala et quelques autres grandes métropoles du Cameroun à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est quoi le problème selon vous? Merci pour la question. C'est un complot, c'est un coup d'état scientifique pour chasser le président Paul Biya au pouvoir. Je vais m'expliquer parce que j'aborderai 3 points. Un problème d'abord. Un à la fois. Oui. Non, le premier point sera un problème de gouvernance actionnariat, donc en matière de dette intérieure qui s'élève à plus de 250 milliards. Le deuxième point, politico-administratif, et troisième point, cet acharnement, cet complot. Maintenant, le premier point, quand vous prenez les dettes intérieures de 2013 en 2019, le Cameroun avait 1500 milliards.
Parce que c'est les dettes intérieures qui permettent de payer les entreprises qui ont signé, les prestataires qui ont signé les contrats avec l'État. Maintenant, de 2019 à 2020, nous sommes montés à 200 milliards, 2200 milliards. Maintenant, en 2021, 2250 milliards de dettes intérieures. Or, en Côte d'Ivoire est à 6600 comme dette intérieure, mais ils règlent des dettes intérieures. Comment comprendre donc? Quand, en 2021, on a suffisamment de moyens pour régler nos dettes et on arrive à ce niveau, juste parce qu'on vous provoquer le soulèvement pour chasser le président de la République au pouvoir. Maintenant, deuxièmement, le 25 août 2021, Léopold Motazé, le ministre des Finances, a ordonné pour débloquer 42 entreprises qui ont signé des prestations avec l'État qui n'ont pas été payées parce que l'État était insolvable. Donc ces 42 entreprises ont reçu près de 91 000 milliards, près de 91 milliards. Bon, maintenant, le directeur d'ISACAM, maintenant je fais l'analyse, le directeur d'ISACAM dit qu'en 2020, l'État devait 20 milliards. Or, on nous parle de 10 milliards. Léopold Motazé, le ministre des Finances, a débloqué 7 milliards 663 millions pour régler les dettes après les consultations du 29, une partie de la dette. Du 29 septembre 2021 avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est une partie de la dette. Oui. Mais Isaac en parle de 20 milliards. Mais on paye plutôt 7 milliards 763 millions. Sur les 10 que l'État... Sur les 10 que l'État dit qu'il doit payer Isaac, alors qu'Isaac en demande 20 milliards. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'État a-t-il échoué à sa gouvernance actionnariat? Je pose maintenant un problème micro. Il ne faut pas monopoliser. Vous chutez par là. Oui, je chute par là. Il ne faut pas monopoliser les entreprises qui gèrent l'insalubrité dans un pays comme le Cameroun. Il faut plutôt oligopoliser, c'est-à-dire que faire en telle sorte que plusieurs entreprises en matière de CTD gèrent et se débarrassent des ordures dans la ville. Et ne pas laisser le monopole à une seule entreprise, car ça peut créer un chaos et chasser le président de la République au pouvoir, parce qu'ils ont tenté avec la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ça n'a pas donné. Ils ont essayé avec les soulèvements les routes qu'on a bloquées dans le Sud et en Kem dans l'Ouest. Maintenant, on attend mon atelier dans quelques jours. Tout ça, là, le vaccin, il y avait l'autre part du vaccin. Tout ça, c'est pour dire que le président dégage du pouvoir et tout le monde voit ce qui se passe. Attention. Monsieur Bello, il y a, selon vous, également un complot à chasser le président du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas simplement un problème de gestion de finances qu'il faut régler et après, on passe au retour à la normale, la situation qu'on connaît avec les ramassages pratiquement toute la journée, toute la nuit dans les grandes villes du Cameroun? Bon, moi je ne sais pas comment les gens font pour voir ce complot. Moi je crois que quand on a suivi la communication de cette entreprise au courant de cette semaine, les responsables de cette entreprise ont posé le problème. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été payés par leur partenaire principal, qui est l'État du Cameroun. Maintenant, il faut dire même qu'il y a d'abord l'État central et maintenant les collectivités territoriales décentralisées, parce que l'État lui-même doit environ 85% du budget, de la dette. Oui. Je ne sais pas si c'est de 10 milliards ou de 20 milliards, je ne sais pas. Maintenant, les collectivités doivent 15% de cette dette à l'entreprise ISACAM. Donc, l'État n'a pas payé sa facture. Maintenant, l'entreprise se trouve en difficulté et ses employés ne sont pas payés. Je ne sais même pas comment on a fait pour lier cette actualité à la CAN, parce qu'aujourd'hui, tout problème qu'il y a, on lie forcément à la CAN. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment des employés d'une entreprise, d'une aussi grande entreprise, ne soient pas payés pendant 3 mois. Bon, donc même la rentrée est passée, ces gars n'ont pas été payés. On se demande comment ils ont fait pour gérer, pour envoyer les enfants à l'école. Donc moi je pense que ici c'est la bureaucratie de l'État, cette bureaucratie lourde qui continue avec sa lourdeur et qui a donc fait en sorte que ces gars, l'entreprise, ne soit pas capable de payer, en fait, n'est pas suffisamment de moyens pour payer ses employés. Donc je crois que si les informations sont bonnes, le ministre des Finances a débloqué
un montant, je crois que ça va débloquer la situation. Donc espérons que cette situation ne se reproduira pas et que les adeptes du complot ne trouvent pas encore... oui, matière fertile à comploter. Monsieur Omba, vous qui êtes spécialiste des questions de communication, lorsqu'on analyse quand même le contexte de cette grève, il y aurait matière à s'interroger. La grève intervient quelques jours seulement après une visite des infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires, routières par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il a fait pratiquement le tour du pays avec une importante délégation. Est-ce que le rapprochement entre les premiers événements et cette grève des ACAM n'est pas un coup de com' après pour faire entendre le cri de détresse de ces travailleurs? Évidemment, ça peut paraître comme un coup de com', mais je pense qu'il faut aussi rester lucide. La question de la gestion des ordures urbaines est une préoccupation mondiale, elle n'est pas que camerounaise. Si vous allez dans des États beaucoup plus solides, comme les États-Unis, la France, ce sont des préoccupations qui demeurent d'actualité. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, la question de l'environnement est une préoccupation. Souvenez-vous qu'en son temps, il y a eu la question des déchets toxiques qu'il fallait recycler, ainsi de suite. Donc la question de l'environnement est une préoccupation mondiale. Notre pays adresse cette question avec d'abord les moyens qu'il a et ensuite avec des politiques qui sont mises en place. Vous pouvez quand même trouver curieux qu'il y a quelques mois, Isakam a pu acquérir 100 camions pour que quelques mois après, on n'arrive pas à payer une facture de 7 milliards. C'est quand même un problème. On peut aussi interroger la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées dans la gestion des déchets urbains. Avant d'arriver ici, je suis passé par le carrefour Ekounou, sans publicité, à 200 mètres de la mairie de Yaoundé 4. Je me suis senti gêné de voir qu'à quelques mètres d'une collectivité territoriale décentralisée qui par ailleurs dispose de 4 camions de ramassage récemment achetés, on n'arrive pas à faire un ramassage d'ordures. Il y a ce pan-là qu'il faut percevoir. Le deuxième pan aussi, c'est la citoyenneté, le civisme de nos concitoyens. Il faut quand même aussi voir avec quelle manière, avec quelle légèreté nos concitoyens jettent n'importe où et n'importe comment les ordures ménagères, et que ça entraîne par-ci, par-là, n'est-ce pas, ces immondices qui posent finalement un problème. Maintenant, il y a un agenda qui est suspicieux, il y a une canne qui s'en vient, qui est une préoccupation nationale, parce que le chef de l'État en a fait à la fois un objectif politique, mais davantage un objectif d'image pour le Cameroun. Il en a fait une affaire personnelle, et on se serait attendu que dans la gestion, autant des responsabilités du gouvernement, en ce qu'on a pu payer quand même une facture de 7 milliards en quelques jours, ça veut dire qu'on aurait pu le faire bien avant. Il y a quelques temps, il y a 2 semaines, il y a une semaine, donc on aurait pu anticiper, et que rapidement aussi on a repris le travail. Je n'ai pas les armes que mon frère a pour arriver à établir la thèse du complot, mais il y a quand même matière à fouetter le chat pour que les gens arrivent à être responsables de ces grands enjeux, à faire le travail qu'il faut. On a cette grosse structure qui est nécessaire, qui est urgente pour que nos villes soient propres. Il y a ceux qui ont la responsabilité de payer ces factures. Il faut établir ce lien-là, que les gens en soient responsables. Je crois, pour ce premier tour de parole, pouvoir dire que il faut que dans notre pays aussi, les gouvernants sachent anticiper. Parce que le président de la République, qui a des immenses responsabilités, qui a un travail important à faire, doit pouvoir être exempté de ce type d'images et de préoccupations qui peuvent être gérées à la fois par les collectivités territoriales décentralisées à la base, qui d'ailleurs sont en contrat aussi avec Isakam, mais pour certains n'ont pas aussi payé leurs factures, en passant. Donc je pense qu'il y a une gestion qu'il faut mettre en place, il y a des responsabilités qu'il faut peut-être établir ou alors à reprendre pour que la question de la propreté à quelques jours d'une compétition comme la CAN soit prise en compte. Au-delà également de ce que les entreprises en charge doivent faire, je parle de la citoyenneté aussi, de nous autres les concitoyens. Nous devons pouvoir faire notre part pour qu'ensemble nous puissions garder nos villes propres. Madame Fadjimatou, le problème n'est pas particulier à Yaoundé-Douala, il se pose également dans d'autres grandes villes du Cameroun, à Agaroua, à Bafoussam. On a parfois eu ces problèmes et même que cette crise-là a déjà atteint ces autres villes du Cameroun. Est-ce que une meilleure implication des populations, c'est simplement que ça, ne pourrait pas permettre de
limiter tout au moins les dégâts en attendant que les choses soient reprises à main. Est-ce qu'on ne pourrait pas observer une chaîne de solidarité dans les quartiers pour se dire qu'en attendant qu'Isakam revienne avec ses camions, nous on va trouver le moyen de dégager ces ordures de la route et de les mettre tout au moins dans un endroit moins visible que les rues de nos grandes métropoles? Monsieur Désiré, je voudrais déjà exprimer ma gêne par rapport à tout ce que nous vivons au quotidien depuis sensiblement 5 jours, voire une semaine, avec les ordures qui jonchent les rues. Et davantage, cette grève a quelque chose d'interpellateur, en ce sens que ces gens qui sont chargés de ramasser les ordures ménagères, les ordures qui dans les rues, sont à peu près comme ceux-là qui s'occupent de nos maisons, que nous semblons parfois les prendre au rabais. Bien sûr. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe, nous comprenons donc l'importance, comme ils le disent dans le reportage tout à l'heure, de ces personnes parfois effacées dans notre vie, mais qui font un travail énorme. Et lorsque vous les écoutez, le problème ne se pose pas seulement au niveau du paiement de leur salaire. Ils ont d'autres problèmes internes qu'ils ont évoqués entre-temps. Il parlent de la gestion des congés. Il y aurait un ou deux prisonniers. Bon, toujours est-il que c'est vrai que nous sommes gênés, on peut reprocher à X ou Y, mais il faudrait déjà que l'entreprise qui a en charge de gérer, d'entretenir ses employés, essaie de réfléchir également sur la qualité du traitement qui leur est donné. Et secondo, je vais emboîter le pas à mon aîné Denis, parce qu'il a évoqué, oui c'est vrai, l'État a débloqué, le ministère des Finances a débloqué 7 milliards de francs pour être plus précis. Mais sauf que dans la communication de Isakam également, nous avons un souci. Lorsque nous essayons de parcourir quelques feuilles de presse, il est dit que jusqu'en 2019, l'État devait à Isakam environ 20,6 milliards de francs. Mais en 2020, on s'est retrouvé à 10 milliards de francs. Et dans ces 10 milliards de francs, il convient de dire que l'État appuie, l'État participe à hauteur de 80%. Et les collectivités locales décentralisées participent à hauteur de 20%. Ce qui implique que s'il y a défaillance, c'est de part et d'autre. Sauf que moi j'ai un souci. Nous sommes à Yaoundé, c'est vrai, qu'on a l'habitude de voir Isakam, mais dans ma commune à moi, c'est la mairie qui s'occupe de cette question-là. Quand je parle de ma mairie, la mairie de Fumot, c'est la ville de Fumot, c'est la mairie qui s'occupe. On n'a jamais eu ce genre de problème. Ce qui interroge davantage l'implication, la responsabilité des collectivités locales décentralisées. Et lorsque ce problème est posé, je me souviens en son temps, les responsables d'Isakam s'étaient plaints de ce que la communauté urbaine avait pris sur elle de ramasser les ordures lorsque nous avions eu un problème semblable. Ce qui rejoint donc la thèse de la monopolisation du traitement des ordures par cette entreprise-là. Parce que ça ressemble à y voir à une sorte de chantage. Une sorte de chantage. Et il a évoqué, ils ont pu quand même acquérir des camions, 100 camions de francs. Ça veut dire qu'ils pouvaient gérer également les salaires des employés. On va nous demander si nous sommes des magiciens ou bien nous lisons dans la boule de cristal pour parler de la thèse du complot. Mais c'est tout comme. C'est tout comme. Donc il reviendrait à chacun déjà des entités à prendre leurs responsabilités à main, à faire leur travail, et que les employés sachent aussi que pour poser leurs problèmes, les problèmes qui concernent uniquement l'entreprise, à savoir, ils ont des voies, d'autres canaux qui n'imposent pas mettre tous les Camerounais, toutes les populations, du moins dans une situation indélicate, parce que bonjour le choléra, bonjour plusieurs autres maladies, le paludisme et le Covid-19 qui va... Et deuxièmement, vous avez parlé de la responsabilité des citoyens, des populations. Oui, les populations peuvent faire des efforts pour essayer
d'aider l'État, d'aider ces entreprises dans la gestion des ordures. Ça veut dire qu'il y a des ordures que nous pouvons nous-mêmes utiliser, peut-être dans les plantations, pour ceux qui sont dans des zones reculées, et nous pouvons les utiliser comme des composts, parce qu'ailleurs, ça s'achète. Bon, dans les grandes villes, comme Yaoundé et Douala, vous allez me demander où est-ce qu'on va trouver les champs à bordure de goudron. Il faut bien que la société Isacam fasse son travail. Et pour la canne davantage, il faut qu'on sensibilise les populations. Parce qu'il n'est pas surprenant. Parfois, vous entrez dans un taxi, quelqu'un est en train de grignoter quelque chose, il jette. C'est un problème d'éducation. Vous voyez quelqu'un, il jette quelque chose sur la chaussée. C'est un problème d'éducation. Ce n'est pas Isaac qui viendra lui apprendre que non. Il y a des bacs à ordures, il y a des bacs à ordures où on peut les déposer de manière plus simple et que ceux qui sont chargés de nous en débarrasser le fassent. Avant de revenir sur les autres aspects de cette question, je vous propose de regarder ce reportage de Pierre-Bernard Coigneux qui montre comment est-ce que cette crise-là se vit dans les autres régions du Cameroun, à part Yaoundé et Douala. Le reportage est signé Pierre-Bernard Coigneux, on revient juste après. Au Cameroun, la gestion des ordures ménagères en termes de collecte, ramassage et traitement mobilise une chaîne d'acteurs d'hygiène et la salubrité conduite par les communautés urbaines qui travaillent en partenariat avec des prestataires. Seulement, depuis la semaine dernière, le personnel de l'entreprise Hygiène et Salubrité du Cameroun est en grève. Moi, j'ai 4 ans de service dans cette boîte. On nous a fait des promesses tout le temps. Il n'y a pas de salaire, on nous donne des dates qui ne respectent pas. Bon, nous sommes à 3 mois sans salaire. Du coup, à Douala, bac à ordures, plein à craquer. L'odeur qui se dégage de la zone n'est non plus des plus agréables. La poubelle, s'ils ne nous laissent pas, nous et les enfants à l'école, ça dispose tout le monde. Même les élèves ne sont pas contents. Regardez vous-même comment partout est sale. C'est pas du tout normal qu'il y ait un tas d'ordures comme celui-ci là. Même si ça fait 10 ans là, tant qu'on ne paie pas les enfants là, ils ne ramassent pas aussi. Ce cliché est similaire dans la ville de Yaoundé, où les ordures ménagères pleines dans les bacs étalés sur la chaussée attendent des éboueurs pourtant en grève. Voilà les ordures, les enfants étaient ici aujourd'hui, ils ont dit que si on ne paie pas l'argent de 3 mois, ils ne veulent plus travailler. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, où cette structure en charge d'hygiène et salubrité fait figure de prestataire majeur pour l'assainissement de la ville, les populations s'indignent de son absence. Depuis un bon moment, il ne passe plus. Les enfants sont malades. On a des moustiques partout. Le mal est aussi perceptible à Bertois dans la région de l'Est où le personnel revendique aussi des mois de salaire tout en répondant présent au travail pour garder la ville propre. Hier, on a fait une réunion avec notre chef d'agence. Il nous a parlé, on a compris. Ce ramassage des ordures ménagères qui repose sur les collectivités territoriales décentralisées qui contractent les services des prestataires est tenu dans la région de l'extrême nord comme au nord par les agents de la mairie. L'exécutif a essayé de doubler l'effort au niveau des comités de concertation et dans le même lancé, le ministre de l'Habitat a lancé le concours de ville propre. Et Garoua 2 a mis l'accent avec les comités de concertation dans les quartiers. Comme dans le Septentrion, ce sont les agents des municipalités qui mettent la propreté à Konsamba, même si les cas d'insalubrité sont aussi perceptibles. Les ordures ménagères qu'on produit tous les jours, on les produit en quantité constante et énorme. Du coup, nous n'avons pas de matériel nécessaire. En ce qui concerne la grève du personnel d'Isacam, si le contrat lié aux prestations qui se règle sur un système de paiement de 85% par l'État et de 15% par les communautés urbaines n'est pas fluide, l'on devrait penser aujourd'hui un mécanisme financier qui permettra aux prestataires de rentrer en possession de ses droits, voire peut-être avec des entreprises qui font dans le tri, la vente d'énergie ou de compost obtenu de la valorisation organique. Un commerce qui charrie des millions de francs CFA à l'année. Voilà des pistes à ne pas négliger. Mais les ménages aussi ont leur part de responsabilité, notamment avec le respect des horaires et lieux de dépôt d'ordures, afin que la société de ramassage prenne le relais. De sources introduites, les responsables d'Isacam travaillent sur les revendications de son personnel. Et d'ici peu, promet notre source, la situation sera réglée.
La situation sera peut-être réglée d'ici peu, mais chez Walters, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement, d'abord, complètement décentraliser la gestion des ordures, c'est-à-dire que l'État central ne devrait plus s'y impliquer de manière directe, et ensuite, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, est-ce que la solution, c'est pas simplement d'acquérir soi-même du matériel, de prendre des jeunes dans les quartiers qui parfois ne font pas grand-chose, qui sont volontaires, les former et leur confier ce travail-là. Eux, avec un peu plus de citoyenneté, ils le feraient peut-être, on aurait moins ce genre de problème. Ah non, ça c'est même les petites solutions secondaires. Le véritable problème même, c'est l'échec de la décentralisation depuis 25 ans. Natacha, sur ce plateau, vient de vous démontrer. Il parle de la citoyenneté. Les gens, on doit sensibiliser les gens de mettre les alentours propres. Mais c'est trop facile à comprendre. Moi, j'ai formulé une hypothèse. Vous voudrez qu'Isaac en fasse quoi? Isaac en vous dit que le CTD les doit 8 milliards. Le gouvernement les doit 20 milliards. Depuis ces années, il n'arrive pas à payer ses employés. Vous avez signé un contrat avec Exacam. Maintenant, Exacam, qui paye les Exacam? On a un côté État et l'autre côté le CTD. Le CTD vient de l'État central. Maintenant, la décentralisation, si on avait effectivement décentralisé le Cameroun, chaque commune allait gérer l'insalubrité dans sa commune. Il n'allait pas regarder Yaoundé. Puisque les 5 000 milliards sont toujours gardés à Yaoundé. Vous voudrez maintenant que ça en fasse quoi? Puisque dans chaque ville, c'est la mairie qui s'occupe de la propriété de la ville. Ce n'est pas le préfet, ce n'est pas le sous-préfet, ce n'est pas le gouverneur. Maintenant, si vous ne donnez pas les moyens au maire, le maire va faire comment? Et ça, quand a monopolisé la gestion des ordures dans les grands monopoles. Si on avait quand même signé le contrat avec les entreprises locales, ça devait quand même régler. Ce n'est pas à sensibiliser les citoyens ni à demander aux maires d'aller s'endetter ou bien à Isaac d'aller s'endetter, venir payer ses dettes. C'est demander à l'État de débloquer les 5 000 milliards, 2500 milliards au grand État, 2500 milliards dans les collectivités territoriales décentralisées. Pour chaque maire désormais d'avoir son budget, de gérer ses problèmes locaux. Oui, l'insalubrité dans la commune. Ça ne regarde, ce n'est pas un problème administratif, c'est un problème qui relève de la loi du code du CTD. Donc Isaac en demande même 8 milliards. Donc tout simplement, il faut comprendre que c'est trop logique. Le problème vient d'Isaac. Isaac dit qu'il n'a pas les moyens de payer ses employés. Pourquoi? Parce que l'État a bloqué l'argent. L'État lui-même est endetté avec un budget déficitaire. Nous sommes face à une crise économique qui est déjà à la porte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc décentraliser le pouvoir. Je ne sais pas si ça pourrait être possible parce que depuis 25 ans, le RDPC nous a dit qu'on a décentralisé. Or, nous ne sommes pas encore décentralisés. On se rend compte que nous sommes plutôt face à un système qui est déphasé, qui est érusé et dégradé. Parce que c'est ça la conséquence. Et vous refusez d'accepter ma thèse du complot pour chasser le président de la République au pouvoir. Pourquoi? C'est pour créer le soulèvement. Mais qui serait à l'origine de la thèse? Le DG d'Isakam? Non, ils sont tapés dans l'ombre. Il y a des lobbying pour pousser les gens à se descendre dans la rue et marcher. Vous voyez même, nous avons des indicateurs. On a vu des contre-communiqués de la présidence du ministère. Parfois, ça vient du village. On coupe les tronçons d'arbres, on bloque les routes. Tout le monde voit ça. Vous croyez que l'État n'a pas l'argent pour donner à Isaac de payer ses employés? Monsieur Bello, Bello Yaya, j'ai pensé à Bello Yaouba, mon collègue directeur de l'information qui est désormais directeur régional extrême nord et Adamawa. Est-ce que ce n'est pas une manifestation de plus du mal-être des Camerounais? On se souvient quand même qu'en l'espace d'un mois seulement, on a eu un certain nombre de revendications au sud Cameroun. On a barré la route pour des questions d'électricité et de route. C'était également le cas il y a moins de 24 heures à Kekem. La route a été coupée en deux, barrée par les populations qui revendiquent la construction d'une infrastructure, notamment un pont, entre autres. Est-ce que ça ne rentre pas quand même dans un engrenage qui traduit le mal-être des Camerounais aujourd'hui? Il est difficile d'extirper le problème d'Isakam du contexte même global du mal-être des Camerounais. Mais si on reste sur le problème d'Isakam, moi je crois que quelque part c'est le monopole. J'ai envie de dire quoi, le monopole excessif, peut-être ce n'est pas le terme, mais nous avons constaté qu'au Cameroun,
certaines entreprises monopolisent certains secteurs d'activité et ce qui crée souvent des blocages. Si je prends l'exemple du secteur de l'électricité, nous avons une entreprise qui, malgré toutes les récriminations possibles faites par les populations, ça ne change pas parce que vous avez une seule entreprise qui intervient dans un domaine. Je parle par exemple de l'entreprise Eneo, sans publicité. Vous avez la même chose dans le secteur de transport aérien. Vous avez une seule entreprise qui crée le monopole. Mais comme il n'y a pas de concurrence, et ça ne marche pas. Autrefois, on avait eu ce problème dans le secteur de télécom, de la téléphonie mobile. Oui. Donc, quand la concurrence est arrivée dans le secteur, je crois que ça marche. Je crois que même dans le secteur d'hygiène et de salubrité, il faut créer la concurrence. Il faut créer la concurrence pour que cette entreprise sache que si elle dort, quelqu'un d'autre va lui prendre c'est pas de marché. Et en même temps, Dr Che parlait de la décentralisation qui n'est pas implémentée, il faut se le dire. On ne va pas faire le débat ici, mais la décentralisation n'est pas mise en marche. On se demande s'il y a effectivement une volonté politique de mettre d'implémenter réellement la décentralisation. Donc, d'où donc la responsabilité aussi des CTD, des collectivités territoriales décentralisées, qui doivent prendre les responsabilités. On ne peut pas comprendre que, bon, comme l'entreprise en charge de salubrité ne fonctionne pas, les mairies ont croisé les bras, alors qu'ils ont des véhicules, ils ont des agents et autres qui peuvent faire quand même ce travail. Un minimum de ménage. Donc je crois qu'il faut casser le monopole qui existe dans ce secteur et que les CTD doivent aussi prendre leurs responsabilités. Bien sûr, la décentralisation aussi doit être implémentée. Monsieur Omba, on parle tous, on est presque unanime sur la question du monopole, mais est-ce que actuellement il y a un texte au Cameroun qui désigne ISACAM comme l'unique structure avec laquelle l'État ou les collectivités territoriales décentralisées doivent composer en matière de gestion des ordures? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'on est unanime sur ce principe. Non, je ne suis pas d'accord. Le secteur du ramassage des ordures est libéralisé. Plusieurs opérateurs qui sont tout à fait libres. Le cadre réglementaire est clair. Les gens sont tout à fait libres de s'engager dans ce secteur. D'ailleurs, il y a pas mal de ONG qui travaillent. C'est vrai que les jeunes gendarmes au quartier qui passent maison par maison ramasser ces ordures et les recycler. L'État du Cameroun, la notion du monopole, c'est un construit pour s'attaquer à l'État, c'est faux. Même dans le secteur de l'énergie, je rappelle que c'est depuis 2012 que le chef de l'État a libéralisé le secteur de l'énergie, parce que le drame du Cameroun, c'est que tout le monde regarde l'énergie électrique. Il y a les énergies renouvelables, il y a les énergies solaires. Oui, beaucoup de Camerounais ont leur résidence aujourd'hui avec les énergies solaires qui travaillent tout en liberté. Le problème qui se trouve est que les entreprises qui ont longtemps investi dans le secteur sont en avance et sont capables beaucoup plus que d'autres à apporter les réponses aux préoccupations des populations. Cela ne veut pas dire que c'est le monopole. Je voudrais aussi ne pas être d'accord avec le procès qui est fait sur la décentralisation. Je voudrais indiquer que même les États comme la France ont pris 100 ans, 150 ans pour avoir une décentralisation achevée. L'État du Cameroun s'y est avancé depuis 1996 au plan constitutionnel. Il y a eu des progrès en termes de mise en place des cadres juridiques, des progrès institutionnels. Aujourd'hui, nous sommes parachevés dans les institutions. Je crois que la dernière élection à date, c'est l'élection des conseils régionaux, où aujourd'hui ces conseils régionaux sont en place et nous sommes en train de voir émerger un ensemble de propositions pertinentes sur la résolution de ces questions-là. Il y a beaucoup de domaines dont les transferts de compétences sont achevés. Dans une de mes vies, j'ai travaillé au ministère des Travaux publics. Rien que le transfert de financement en matière d'entretien des routes secondaires de l'ordre de 8 milliards chaque année. J'invite les maires qui peuvent me contredire à appeler. Cela est fait. Ce sont les communautés urbaines, les collectivités territoriales décentralisées qui entretiennent les routes urbaines. Ça, c'est la décentralisation. Je veux parler du paquet minimum dans le secteur de l'éducation. Cela est fait. Je voudrais que les gens n'analyse pas les politiques publiques comme je ne sais pas moi, quoi, un coup de pluie qui vient du ciel et qui tombe et c'est achevé. Non, ce sont des mécanismes institutionnels qui se mettent progressivement en place avec les lourdeurs qui peuvent exister, avec les adaptations nécessaires, au plan également de la gestion des ordres. Mais je peux dire aujourd'hui, de manière tout à fait honnête, que
la gestion dans les collectivités territoriales décentralisées a connu un progrès remarquable. Les maires sont beaucoup plus autonomes que cela. Vous n'avez qu'à regarder dans nos grandes villes, même rien que l'appellation, même rien que les mécanismes de fonctionnement ont changé. Donc on ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau ici et dire, d'ailleurs, je crois que puisque vous avez mis en débat l'autre question qui concerne les régions anglophones, le statut particulier a été créé dans les régions anglophones avec la nomination des grands médiateurs qui sont déjà sur le terrain et qui travaillent. Maintenant, les politiques sont les politiques, mais les moyens sont les moyens. Maintenant, les moyens nous manquent. Notre État fait face à des difficultés, des tensions de trésorerie qui sont inhérentes à notre faiblesse du tissu économique et à notre préoccupation, qui nous empêchent parfois à réagir. Donc, à réagir comme les problèmes se posent. Mais aussi, on peut se féliciter en disant, parce que c'est aussi un pied du nez à ceux qui disent qu'on ne peut pas manifester au Cameroun, pour dire que lorsque nos concitoyens qui travaillent dans les entreprises ont des préoccupations, ils ont manifesté et le gouvernement a réagi. Ça fait aussi partie de la dynamique de la vie dans des entreprises et dans des pays qui ont consacré la démocratie comme mode de gestion. On peut regretter que la réaction ou alors la prévision dans nos politiques publiques soit toujours une faiblesse, mais je dois vous dire que même en France, les éboueurs grèvent, aux États-Unis ça grève, au Canada ça grève. Je vous ai dit la question, les préoccupations qui ont trait à l'insalubrité, je sors par là urbaine, sont des préoccupations de tous les instants. À mesure que l'environnement pose des problèmes, à mesure que nos populations elles-mêmes n'ont pas intégré cela comme des populations. Je voudrais également dire à mon frère qui est d'un parti politique, les partis politiques sont aussi interpellés à apporter des solutions, de là des critiques, à dire que cette affaire-là, qui est une affaire nationale, doit pouvoir apporter des solutions qui sont des solutions immédiates en termes de ramassage, mais des solutions plus globales en termes de gestion même. Souvenez-vous, excusez-moi d'être long, que le ministère de l'Environnement avait lancé à son temps la question des emballages biodégradable, qui a été aussi une politique qui a failli marcher avec les réticences de nos populations, pour dire que ces questions sont non pas seulement présentes mais permanentes. Okay. Il s'agit donc pour nos États de pouvoir trouver des bonnes solutions. Des solutions existent déjà, mais il faut les pérenniser, il faut les adresser avec beaucoup plus de force pour qu'on arrive à avoir des villes qui sont plus saines. Madame Fadjimatou, au RDPC, la solution serait quoi? On pense que qu'est-ce qui permettrait que cette crise-ci, elle sera résolue forcément dans les jours à venir, mais ça pourra bien se reproduire à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations ou pendant la CAN, et ce sera l'image du Cameroun qui en prendra un sacré coup. Comment on fait pour éviter que cela ne se reproduise? Je crois que je ne vais pas tomber comme ça les deux pieds dans le plat, sans dire à mon ami Chaud que jeter l'anathème sur le fait que la décentralisation ne soit pas mise en œuvre, ce serait carrément de la mauvaise foi, parce que lorsque nous observons ce qui se passe, je vais faire l'économie de ce qu'a évoqué le grand frère Denis, pour dire qu'à un moment donné, en tant que politique, je tique un peu sur le fait pour certains responsables des collectivités locales décentralisées qui estiment que la décentralisation n'est pas effective. Parfois, j'ai l'impression qu'ils aimeraient qu'il y ait la décentralisation des poches de tricherie. Pour ne prendre que le cas des routes. Aucun maire ne le dit. Or, c'est établi que les routes communales, les collectivités locales décentralisées reçoivent de l'argent, des transferts de moyens pour l'entretien des routes communales. Et tout à l'heure, vous aviez parlé du pont de Kekem. Ces ponts relèvent de la route communale. Donc, il revenait à la mairie de s'assurer que la voie soit accessible, que ce pont soit entretenu. Sur le plan de l'éducation, je prends le Mineduc où j'officie comme enseignante, il y a eu transfert de compétences. Sur le plan des infrastructures, il revient aux mairies de construire les bâtiments parce qu'on leur transfère ces moyens-là. Il leur revient de donner des paquets minimums, mais je vais vous surprendre. La première fois qu'on a consacré le transfert de moyens aux communes, à l'époque, j'étais dans une classe. Avant, lorsque c'était l'État, nous recevions les paquets minimums au plus tard en début septembre. Oui.
Mais je vous assure, cette année-là, par extraordinaire, nous avions eu le paquet minimum en février. Alors que la commune est là, elle est au milieu de l'année scolaire. Voilà, la commune était celle qui porte toutes les critiques, celle qui portait toutes les critiques. Et je ne vais pas dire fort heureusement, c'était une des communes de l'opposition dont la gymnastique quotidienne est de critiquer ce que fait le pouvoir en place. Elle n'a pas pu nous donner le paquet minimum à temps. Nous prenons également le cas de l'électrification urbaine. Ça se passe les communes, par exemple dans ma commune, je veux le dire, il faut qu'on le sache, c'est la commune qui a électrifié la ville de Fumot. Bon, je vais dire commune RDPC, parce qu'à l'époque, nous étions aux affaires là-bas. Donc, c'est pour dire quoi? À un moment donné, on doit arrêter de jeter le tort systématiquement sur l'État. Sur l'État central. En ce qui concerne, par exemple, le ramassage des ordures, j'ai parlé de la commune qui peut le faire. Comment est-ce qu'on peut le faire? Les tickets de marché que ces mamans-là payent chaque jour, 70% restent dans les communes pour la gestion des affaires courantes dans les collectivités locales décentralisées. 30% sont reversés au niveau du FECOM. Alors, les 30% reviennent sous forme de centimes additionnels. Mais la commune ne vous dira jamais que j'ai reçu 1 milliard du FECOM pour faire telle chose. C'est cet argent des populations, des impôts des populations qui reviennent pour améliorer le quotidien de ces populations. Les agents communaux le font ailleurs. Pourquoi ne le feraient-ils pas dans la ville de Douala, ou bien de Yaoundé, ou bien de Garoua, ou bien de Bafoussam? Et autre chose, moi j'ai aussi un autre souci. Cette entreprise qui collecte les ordures et qui est payée parce qu'elle collecte les ordures, elle est supposée également transformer ces ordures-là en compost qui se vend, en gaz domestique qui se vend. Mais alors, est-ce qu'on va lui demander à quoi lui sert cet argent, ou bien c'est pour épargner et attendre que, à un moment donné, on doit pouvoir apporter les solutions aux problèmes comme ceux du salaire des employés. Des employés. Oui. Et venant maintenant à la solution pour la canne. La solution pour la canne, nous ne le dirons jamais assez, c'est d'abord un problème citoyen. Chacun serait content que la ville soit propre, que la ville de Yaoundé soit propre, que toutes les villes du Cameroun soient propres. On serait content de se présenter ailleurs comme Camerounais. Et pour ce faire, il faudrait que nous-mêmes nous mettions la main à la pâte. Il faut que nous sachions que les poubelles, parce que si cette situation nous a ouvert les yeux, tous les projecteurs sont sur des bacs à ordures, dites-vous que généralement il y a des bacs à ordures, mais par extraordinaire, ces mêmes populations choisissent de verser des ordures à même le sol. Il faudrait qu'ils comprennent déjà que les bacs à ordures, c'est pour y mettre des ordures. Et je m'amuse parfois à me balader dans la ville de Yaoundé. Il y a des poteaux qui ont des paquets poubelles, des paquets poubelles. Oui, oui. Mais curieusement, les populations prennent du plaisir, je ne sais pas si c'est un problème d'éducation, à jeter des ordures, à même le chaussée, que de les mettre dans ces poubelles qui leur sont sous le nez. Alors, il faudrait que mes chers amis de l'opposition, qui sont promptes à tout critiquer, sachent que le devoir d'un parti politique également, c'est de sensibiliser les citoyens, parce que leurs militants, ce sont des citoyens camerounais. Et nous gagnerons tous à éduquer les populations à ce que nous devons commencer par garder la ville propre et attendre que les autres fassent leur travail d'enlèvement d'ordures. Très bien. Juste une seconde. Vraiment, je crois que ce que nous disons sur ce plateau, ça ne va pas aider le gouvernement, parce que ce sont des solutions structurelles. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T? Moi, je suis chercheur d'université. Il n'y a aucune loi en économie qui permet que quand on a un problème de gouvernance actionnariat, on sensibilise plutôt les individus. Non, je crois que là, nous sommes sur une solution à long terme. Oui, mais non, pas solution à long terme. La canne est là, la canne est devant la porte. Ce qu'il faut faire maintenant, celui qui est chargé le ministre de la décentralisation et du développement local, que dès lundi, il appelle d'offres aux entreprises de l'insalubrité. Vous allez voir plus de 1000 demandes au ministère et on va dégager les ordures dans la ville de Douala et Yaoundé. Je vous assure. Vous parlez là, ça ne va rien servir. Ça ne va rien servir. On sait quand même qu'on lance seulement un appel d'offres lundi. Qu'il y a des contrats. On a des gens qui ont l'argent dans ce pays. Ils vont acheter des camions, ils vont dégager les ordures. Appel d'offres. Bon, vous allez voir, 1000 demandes. Monsieur Chaud, je voudrais... Allez-y, madame. Je voudrais qu'on soit sérieux. On ne va pas ramasser les ordures parce que la canne approche.
Il faudrait que les gens sachent que c'est un comportement qu'ils devraient adopter au quotidien pour maintenir leur ville propre. Et quant à l'appel d'offres, c'est une des propositions que vous faites. Il revient aux collectivités décentralisées de faire aussi leur travail. Je crois que nous ne travaillons pas seulement pour la CAN, mais nous travaillons pour notre santé. Pour un Cameroun propre aujourd'hui, demain et toujours. On va refermer ce premier débat. On va très rapidement embrayer sur la question des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise sociopolitique qui secoue cette partie du pays depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a une solution qui vient du Canada. Une délégation a été reçue par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, il y a quelques jours ici même à Yaoundé. Le reportage est signé Pierre-Bernard Coigneux. Il nous permet de rentrer dans le deuxième thème de notre débat de ce dimanche. La solution à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest peut-elle venir de l'extérieur ? Les défis sécuritaires abondent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En premier lieu, les multiples incursions perpétrées par des séparatistes et sécessionnistes pour y effectuer des razzias meurtrières. Il y a aussi le phénomène nouveau des enlèvements avec demande de rançons et des viols. Cette situation sécuritaire qui prévaut dans ces régions en crise depuis 2016 et qui connaît une nette amélioration sur les voies de sortie de l'insécurité était au centre d'intérêt de la communication du ministre des Relations extérieures ce jour face aux diplomates accrédités au Cameroun venus massivement répondre à l'appel de la solidarité diplomatique. Le traitement de cette crise en 2016 a conduit à des appels incessants de la part de certains nouveaux gouvernements et organisations internationales, afin que le gouvernement camerounais organise des assises à l'échelle nationale pour trouver une solution durable. C'est avec sobriété que s'est tenue cette audience collective de remerciement aux membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun pour leur marque de collaboration effective et soutien pour la sortie définitive, un processus de sortie définitive de la crise déclenché par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avec la tenue du grand dialogue national qui produit déjà des effets positifs sur le terrain avec la reprise de l'école, des activités économiques et le retour progressif du tourisme. Le gouvernement, dans le cadre de ses responsabilités constitutionnelles, a pris des mesures afin d'arrêter la tendance croissante à l'anarchie. Le jeune Belambela est revenu sur les efforts déployés pour un retour à la paix et à la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Action manifestée par un renforcement des mesures de sécurité dans les régions en crise en vue de faire plus efficacement face aux attaques des sécessionnistes. Je pense que c'est excessivement utile effectivement de bien comprendre les initiatives prises par le gouvernement et d'avoir la lecture du gouvernement de la situation sur le terrain. En retour, le doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Gabon au Cameroun a relevé que, à la lecture de son discours, nous avons pu nous rendre compte qu'ont été pris en compte dans cette mise en œuvre les principales thématiques, pour ne pas dire les 8 thématiques ou les 8 recommandations issues de ce grand dialogue national qui ont connu une application effective et qui continuent à connaître une application effective sur le terrain. Une audience collective bien accueillie par l'ensemble des diplomates en séjour au ministère des Relations extérieures ce jour, au regard du sujet évoqué par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela. Nous ne pouvons que nous réjouir et encourager le Cameroun à poursuivre dans cette voie. Il est donc question pour tous les diplomates en séjour au Cameroun de se mettre ensemble aux côtés du pays d'accueil, question de militer pour un retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise depuis la fin de l'année 2016. Monsieur Omba, le grand dialogue national est passé il y a 2 ans maintenant. Il y a plusieurs pays, amis et frères du Cameroun, qui ont manifesté une volonté plus ou moins sincère de nous aider à résoudre cette crise-là. Que peut faire aujourd'hui la communauté internationale, ces pays amis, concrètement, s'ils veulent aider le Cameroun à sortir de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest?
pour retrouver les attentes qui sont clairement formulées par le Cameroun en direction de nos pays amis, il faut relire le discours d'investiture du chef de l'État. En 2018, le chef de l'État est clair. Les premières attentes qui sont formulées, c'est d'abord l'arrestation de ces donneurs d'ordre des financiers de cette crise qui se retrouve pour certains aux États-Unis, pour d'autres en Europe. Nous attendons de ces grands pays de mener des actions concertées dans le sens de l'arrestation de ces gens-là. Le deuxième aspect également, c'est la traçabilité des moyens financiers colossaux qui pour certains viennent d'Europe également, d'autres des États-Unis et qui financent cette rébellion. Le troisième aspect, non des moindres, vous savez que on le découvre pour le regretter que pour les dernières attaques en tout cas, on a pu remarquer que les forces armées sécessionnistes disposent déjà des lance-roquettes d'un type d'armement sophistiqué et qui, somme toute, proviendraient de certaines filières qui sont en lien avec des pays immédiatement voisins. Nous attendons donc également une coopération militaire plus accrue en direction des pays qui nous sont voisins pour que la circulation des armes soit arrêtée. Nous avons bon espoir que si c'est des donneurs d'ordre, c'est des commanditaires, c'est des cerveaux de cet acte, de ces agressions, j'allais même dire de ce grand banditisme, sont arrêtés, si la circulation des armes est maintenue et si les financements sont arrêtés, nos pays amis auront fait des choses importantes. Il ne leur revient pas pour certains, je parle là d'un ancien sous-secrétaire d'État américain qui refuse de prendre dignement sa retraite, qui brille par des déclarations pompeuses et inutilement exubérantes sur des solutions qu'il aurait sur le Cameroun, M. Tibor Nagui, pour ne pas le nommer, que ce type d'action serait néfaste, serait de nature à jeter l'huile de feu et à donner l'illusion ou l'impression que non seulement que les sécessionnistes prennent le pas sur les forces régulières ou alors que ces régions-là demeurent en insécurité. Nous attendons aussi de ces pays amis d'avoir ce même son de cloche en direction de ces ONG fantoches, pour la plupart qui ont des rapports biaisés, des rapports contre-productifs, qui tentent de manière régulière et irrévérencieuse à s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité en leur attribuant des faits, pour la plupart, qui ne sont pas vrais. Je dois dire que dans une guerre comme celle-là, qui est à la fois asymétrique, qui a aussi des relents culturels, vous êtes sans ignorer que notre histoire coloniale nous met peut-être d'une certaine manière dans cette guerre et que ce soit la Grande-Bretagne ou la France ont leur mot à dire quant à l'implémentation des grandes actions que le gouvernement a prises. Donc je pense que le ministre, j'étais un peu aussi à la charge en ce qui concerne la dimension communication de ce grand oral. Le gouvernement a tenu à parler, à dire à nos diplomates, à nos amis, à ces pays avec lesquels nous avons des relations solides, la sincérité des actions du gouvernement, la sincérité de la volonté du chef de l'État et du gouvernement à porter la paix là-bas à travers des actions qui sont pérennes, qui sont réelles et qui sont vérifiables. Merci. Il revient donc à ces pays-là, comme je l'ai dit, de pouvoir nous accompagner parce que, comme vous le savez, la place et la position du Cameroun dans la sous-région est si stratégique que la déstabilisation du Cameroun aurait un impact dévastateur, non seulement sur la sous-région Afrique centrale, mais par-delà toute l'Afrique elle-même. Monsieur Bello, le problème il est camerouno-camerounais. Ce sont bien des Camerounais qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que ce problème camerouno-camerounais ne devrait pas simplement trouver ses solutions, toutes ces solutions ici et rien qu'ici? En principe, oui. Comme vous l'avez dit, c'est un problème camerouno-camerounais, c'est-à-dire que ce sont des Camerounais qui sont entrés dans un conflit malheureux, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que je ne peux pas comprendre qu'on fasse une guerre, on se tue entre nous, tout simplement parce qu'on a des langues étrangères qui nous opposent. Parce que quand on parle de crise anglophone, ouais, je veux savoir qui est anglophone, qui ne l'est pas, parce que quand vous prenez une partie du nord-ouest, c'est des populations bamileke qui sont établies là-bas. Ils sont leurs frères à l'ouest et partout. Quand vous prenez le sud-ouest, c'est les Sawa qui sont là-bas. Alors d'où vient-il que les gens se mettent à se tuer au nom d'une langue qui nous a été imposée par la colonisation? Donc le problème, il est camerounais. Et donc la solution,
ne peut être que camerounaise. Donc, mais on ne peut pas fermer la porte. Nier oui, le rôle que peut avoir la dimension, j'ai envie de dire quoi, internationale. Parce que nous avons des Camerounais qui sont identifiés, qui sont établis dans des pays amis du Cameroun, notamment en France et aux États-Unis, je pense. Donc, notre diplomatie gagnerait à s'activer, à sortir même des muscles. Parce que vous avez vu, l'actualité récente nous montre que c'est des pays africains, certains pays africains, à l'instar de l'Algérie et du Mali, que lorsque leurs intérêts sont menacés, ils n'ont pas eu peur de poser certains actes diplomatiques. Par exemple, le fait de rappeler les ambassadeurs et tout. Moi, je crois que nous devons même arriver à ce niveau-là. Pourquoi le Cameroun ne rappellerait pas, par exemple, son ambassadeur à Washington pour consultation, pour dire à nos amis américains que trop c'est trop. Parce que ces Camerounais qui sont établis là-bas financent, et c'est prouvé, et c'est démontré, qu'ils financent le terrorisme, la rébellion au Cameroun. C'est inadmissible. Donc je crois que notre diplomatie doit se réveiller, on doit passer aux actes diplomatiques. Monsieur Walters, quand ces diplomates disent vouloir aider le Cameroun, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que Tibor Nagui ou, je ne sais pas moi, Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, sont sincères lorsqu'ils disent vouloir aider le Cameroun à sortir de cette crise? Pour moi, c'est folklorique. Il faut d'abord analyser les mouvements, parce que le monde a connu 100 mouvements sécessionnistes. Le Cameroun n'a pas un monopole d'un mouvement sécessionniste. Le Cameroun n'est pas singularité d'un mouvement sécessionniste. Quand vous avez les 100 mouvements sécessionnistes dans le monde entier, vous allez comprendre que la solution est dans votre pays, la solution n'est pas ailleurs. Et la solution est dans la Constitution. Je vous réponds d'abord à votre question, votre deuxième thématique. Enlever le mot unitaire et remplacer par fédéralisme. Maintenant, je vais donc toucher quelques points militaro-sécuritaires. Quelques points pour les analyser très brièvement. En Afrique, on a eu la solution qui est venue d'ailleurs et le pays s'est éclaté. Là où la solution vient du pays, des mouvements sécessionnistes ont été battus, d'autres ont gagné et d'autres ont été contrôlés par un État fédéral. Je cite ici le Nigérien, qui avait plus de 5% du taux de sécession. Au Cameroun, le mouvement sécessionniste d'Ambazonie, c'est plus de 24%. Zanzibar, en Tanzanie, 3,3%. Donc on a maté les sessions là-bas. Adjouan, au Comores, ont été matés, les sessions ont été matées. Vous prenez maintenant le Soudan. La session a gagné au Soudan. La session a gagné. Et le mouvement sécessionniste d'Ambazonie au Cameroun a le profil et les déterminants d'une sécession qui peut gagner l'État. Et le temps joue en faveur de la sécession. Je dis donc ceci, ne perdons pas le temps en disant que on va envoyer tel au Canada, on va envoyer aux États-Unis, on va en Chine, la négociation suisse, le grand dialogue national qu'on vient d'entendre sur mon cher René, sur le plateau, M. Denis. D'autres parlent de la décentralisation, d'autres même parlent il faut envoyer les médiateurs dans la crise anglophone. Nous sommes face à 3 problèmes. La thématique porte sur la crise anglophone. La crise ambazonienne n'est pas encore résolue, qui est la sécession de la République d'Ambazonie virtuelle. Et il y a donc le problème pour refaire l'État réclamé par les partis politiques. Selon vous, voici mon analyse. Il faudrait dissocier les revendications des Camerounais à majorité anglophone de la sécession. Ce n'est pas une même entité? Non, je dis ceci. Il faut refaire l'État. Pour refaire l'État, il faut contrôler. Parce que nous observons, moi j'observe des scénarios de mouvements de la crise en cours depuis 2016. Il y a eu 3 scénarios. Il y a unitaire décentralisée par le pouvoir central, par le parti État RDPC, qui n'a pas résolu jusqu'à présent. Il y a maintenant les fédéralistes. Il y a les fédéralistes des partis politiques. Les fédéralismes communautaires comme les Yaya Bello comme ça. Oui, le PCRN. Qui est unitariste. Hein? Bon, moi je ne sais pas savoir. Je sais que vous êtes dans le fédéralisme, ça c'est communautaire ou unitariste. Nous sommes dans l'État unitaire. Maintenant, il y a ceux donc qui veulent plutôt la sécession qui est minoritaire. Donc il faut mater. L'option militaire n'arrive pas donc à mater depuis 5 ans.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans la Constitution, changer le mot unitaire et remplacer par fédéral. Et vous allez contrôler le mouvement sécessionniste comme au Nigérien. Sinon, vous allez vous retrouver face à la situation du Soudan du Sud ou le Soudan du Nord où la sécession a gagné. Moi, je ne sais pas la sécession gagner l'État, mais ce sont mes analyses. Avec les 100 mouvements sécessionnistes au monde et plus de 8 en Afrique, 75% ont été contrôlés par les moyens d'un État fédéral et 35% ont gagné. Madame Natacha, solution fédéralisme, est-ce que c'est possible au Cameroun? Monsieur Désiré, il faudrait que l'on s'entende. Bon, c'est vrai que Monsieur Chou vous dit qu'il est analyste politique. Mais moi, je voudrais parler en tant que politique. Les choix gouvernementaux se font après les élections. Au cours d'une élection présidentielle, les partis politiques proposent leur offre aux populations. En 2018, le président Paul Biya, président national du RDPC, que j'ai l'honneur de représenter sur ce plateau, le RDPC, le parti qu'il a investi, a proposé comme offre politique aux Camerounais l'unité, la décentralisation. Le Cameroun uni et décentralisé. Et décentralisé comme modèle de gouvernance. Les populations lui ont donné le suffrage à 71%. Et à côté, il faut le dire, le SDF avait proposé le fédéralisme. Peut-être vous n'êtes pas son représentant sur le plateau, mais il faut quand même rappeler que le SDF a eu 3%. Et il connaît bien les positions du SDF. Voilà. Vous pourriez avoir milité dans une autre vie. Donc, entre l'unité décentralisée et le fédéralisme de M. Cho, oui, les Camerounais ont fait leur choix. Maintenant, lorsqu'on parle de la crise anglophone, lorsque ça a commencé dans les années 2016, la plus récente fois, il y avait des gens qui prétendaient être les porteurs de ce projet-là. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que même ceux-là ne se reconnaissent plus dans ce qui se passe aujourd'hui dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que je ne comprends pas, sauf si M. Cho peut m'expliquer, que la sécession voudrait qu'on reste entre soi quand on aura fini de tuer toutes les populations. Parce que je ne comprends pas comment des individus qui voudraient le bien d'une population se mettent à charcuter ces mêmes populations dans l'espoir d'avoir leur État. Iront-ils importer d'autres populations ailleurs pour les gérer dans leur sécession? Je ne sais pas. Et de même, lorsque nous observons dire que la sécession, telle que les choses se passent, la sécession est en train de gagner, c'est ces discours-là qui font penser à certains que des groupes d'individus armés qui sont devenus carrément des groupes de bandits. Parce que quand vous enlevez quelqu'un, vous demandez la rançon. Le projet, c'est quoi? C'est toujours cette sécession? Je ne sais pas. C'est toujours un projet politique? Je ne sais pas. Mais ce sont des groupes de bandits qui ont pris le pouvoir avec la complicité des populations. C'est pour cette raison que nous pensons que la solution sera camerounaise. Et la solution sera camerounaise avec la collaboration de ces populations qui sont prises en otage, parce qu'il faut qu'on se le dise, M. Désiré. Lorsque les populations dénoncent les exactions d'un des enfants, puisque ce sont les enfants de cette localité-là, un voisin ne peut pas sortir, aller commettre, sans que vous ne sachiez. Ce sont les mêmes qui reviennent pour donner l'exemple et charcutent le frère en question pour terroriser. Et nous pensions, j'ai cru lire quelque part que cette histoire d'Ambazo machin est classée aujourd'hui comme une entreprise, un groupe terroriste. Et je pense que c'est un pas vers la résolution de ce conflit. Parce qu'un terroriste, c'est un ennemi de la République. Si vous prenez sur vous de gérer les populations avec la terreur, de contrôler les populations par la terreur, ça veut dire que vous vous êtes mis en marge de la République. Et les pouvoirs publics ne demandent pas mieux.
à nos amis étrangers qui aujourd'hui, comme hier, nous laissent entendre qu'ils voudraient nous aider dans ce sens. Ce serait une très bonne chose. Mais seulement, il y a quelque chose de très facile à faire, comme l'a dit M. Denis. Il faudrait déjà qu'ils commencent par contrôler ceux-là qui donnent les ordres, qui hier donnaient des ordres. Et qui aujourd'hui continuent à donner de l'argent, continuent à acheter les armes. Nous avions vu un parti politique s'allier à ces gens-là. Dans l'optique, c'était à Genève, avec la complicité de ces Zamba machin, qui cotisaient de l'argent pour acheter les armes. C'était en 2019. Aujourd'hui, les gens sont surpris qu'il y ait des armes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faudrait que tous ces gens-là sachent, que les Camerounais le sachent. Ceux qui vous disent qu'ils peuvent vous aider, dans les relations internationales, dans les relations entre les États, il n'y a que les intérêts. Personne ne viendra vous aider pour vos beaux yeux. Il faudrait que les Camerounais sachent qu'ils ont intérêt à résoudre ce problème par eux-mêmes. Et tous ceux qui cherchent des collaborations avec l'extérieur, parce qu'ils voudraient utiliser des raccourcis pour arriver au pouvoir, il faut que les populations sachent également que c'est un danger qui guette le Cameroun. Donc les populations doivent collaborer. Comme en son temps, avec le Boko Haram, les populations ont dit, alors là, nous ne sommes plus... on a créé des comités de vigilance. Ce sont les populations qui peuvent aider les forces de défense, la République à gérer ces problèmes. Et en aucun cas, on ne saurait dire que des individus qui ont pris illégalement les armes peuvent être plus forts qu'une armée républicaine. Monsieur Chaud, je crois que là, sur ce point, on ne peut pas s'entendre pour dire que la sécession est en train de gagner du terrain par rapport à l'État du Cameroun. C'est impossible. Non, vous n'avez pas suivi mes analyses. J'ai fait une analyse. Moi, je ne suis pas fédéraliste, je ne suis pas unitariste, je ne suis pas décentraliste. Moi, j'ai fait une analyse que... Moi, je suis universitaire. J'ai fait ce qu'on appelle une régression simple. C'est-à-dire qu'analyser 100 mouvements sécessionnels dans le monde et tirer les conclusions et les hypothèses qui peuvent être réfutables. Vous pouvez refuser en contestant avec vos résultats que sur les 100 mouvements sécessionnistes, ceux qui ont eu un taux de plus de 20% ont gagné. Ceux qui ont eu moins de 20%, moins de 5% n'ont pas gagné. Et vous avez des exemples. Mesurer comment, monsieur Chaud? Il y a des déterminants. Les déterminants sont lesquels pour vous amener à croire que ces gens-là sont... Le taux de la sécession dans la population dans ce pays. Oui. Casamance, 2%. Non, moi je parle du Cameroun. Quand je vous donne le système de pays. Monsieur Chaud, je vous relance sur la question. Oui. Quand vous comptez 20% au Cameroun... Oui, 24%. J'avais 24% le taux de la sécession anglophone. Ce sont 24% des Camerounais de la population de la partie camerounaise. 24% de quoi? 24% de la population de la partie anglophone. Okay. 24% représente la population de la partie anglophone. La sécession qui est dans la population de la partie anglophone. Oui. Comme 2% dans le Casamance au Sénégal. Comme 3,3% dans Western Togoland au Togo. Je veux qu'on s'entende. Comme plus de 5% dans le Biafra au Nigeria. Non, il veut dire ceci, si je comprends bien, que parmi les populations anglophones, il y a 24% d'entre eux pensent qu'il faut faire la sécession. Ou bien c'est pas... J'ai dit que la population anglophone au Cameroun, c'est plus de 20%. Okay. Et le mouvement sécessionniste est dans cette population. Chaque pays où la population compose plus de 20% de taux de sécession, la sécession gagne. C'est ça mes analyses. Je posais la question pour qu'on... Et je suis en train de dire que... anglophones ne sont pas sécessionnistes. Et moi, je voudrais vous dire que le temps joue en faveur de la sécession. Quand c'est plus de 20%, c'est très grave. Mais de quoi parlez-vous? Je voudrais... Allez-y, monsieur. Moi, je suis universitaire. J'ai fait les recherches, madame. Permettez. C'est les recherches. Ce n'est pas moi. Je voudrais aussi dire à M. Cho qu'en faisant ces analyses, il faut qu'il évite de tomber dans le risque de la loi de 2015 qui parle de promotion du terrorisme. Je savais apologie au terrorisme. Vos propos sont à la lisière de la tendance. Je voudrais dire que jusqu'à date, aucun centimètre du territoire camerounais n'est à la position d'un seul sécessionniste. Je défie de M. Cho de me dire le seul quartier qu'il peut identifier comme étant la propriété d'un sécessionniste. Je dois pouvoir dire que ce n'est pas le lieu de parler des aspects militaires ici. Mais si vous avez écouté le ministre de la Défense il y a un mois, il a indiqué que l'État du Cameroun est passé à une autre étape du point de vue militaire. J'indique que pour ceux qui savent faire l'analyse politique, puisqu'il en est un, l'État du Cameroun vient de réunir un ensemble d'ambassadeurs pour leur passer un message. Si vous êtes un analyste politique, soit dit, vous aurez compris que l'État prend la diplomatie à témoin pour lui dire, à partir de ce moment, je passe à une autre étape dans le traitement de cette question.
Je dois pouvoir vous dire, mon cher Tcho, que la difficulté de l'État du Cameroun à régler cette question du point de vue militaire a été précisément de faire la différence entre un sécessionniste et les populations civiles. Ça a été ça la plus grande complexité, la capacité à gérer ce problème-là. La question anglophone est une question politique. Nous en convenons. Le chef de l'État l'a résout du point de vue politique. Ce n'est pas parce qu'elle a mis 5 ans ou 6 ans que vous pouvez dire, je vous rappelle que la question corse est permanente dans les pays plus armés que nous. Ça ne veut pas dire, M. Tcho, que l'État perdra. Ce n'est pas possible. Et je suis d'accord avec madame qui évoque la ligne directive de la politique du Cameroun. Le président de la République a pris un engagement devant les Camerounais. Je ne ferai pas de fédéralisme. C'est un choix politique qu'il assume. Et il assume avec les méthodes. Monsieur Tcho, vous savez, moi je parle maintenant de mon travail. Il est plus facile de s'asseoir ici sur ce plateau ou alors dans les vitrines pour ceux qui sont nos compatriotes pour parler des défaites de l'armée. J'en ai attiré l'attention à beaucoup de gens. Lorsque vous évoquez la défaite de l'armée face à la sécession, je me demande de quoi vous parlez. Il faut qu'on se comprenne bien. Nous sommes partis d'une crise corporatiste qui a basculé pour devenir aujourd'hui ce que vous appelez une crise sécessionniste. L'État du Cameroun a dit non, nous ne passerons pas, le Cameroun ne se divisera pas. Ce n'est pas possible. C'est l'option politique là que nous avons aujourd'hui. Et vous savez, vous êtes un économiste et vous savez ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Madame a fait très bien de vous dire qu'aujourd'hui nous assistons à quoi? Nous assistons à des rapts, nous assistons à des actes isolés qui durent tous les 3 semaines. Vous pensez qu'après l'acte qu'il y a eu il y a un mois, vous avez attendu un autre? Évidemment, il y a des populations qui sont prises pour cible parce qu'on cherche effectivement à créer la psychose. Mais je peux vous dire que si vous allez dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai eu la malchance d'y séjourner il y a quelque temps, la vie a repris. Les gens vivent. Ce n'est pas pour dire que cette crise n'est pas présente. Il faut éviter, me semble-t-il aussi, de faire une politique à outrance. Je ne suis pas sûr, mon cher ami. Et c'est là où il faut qu'on se pose les vraies questions. Qui sont les interlocuteurs des sécessionnistes avec lesquels il faut discuter du basculement au fédéralisme ou quoi que ce soit? On vous présente des généraux, nos petits, je ne sais pas qui existent ou qui n'existent pas. Mais aujourd'hui, le débat est fait clos à un banditisme outrancier des gens qui n'ont pas un discours politique. Comment on va discuter avec les gens qui ont choisi l'arme et qui ont choisi la barbarie pour faire cela? Moi, je veux dire que ce n'est pas ici de parler de stratégie militaire, mais nos forces de défense et de sécurité sont passées à une autre vitesse pour arriver à mater s'il le faut. Le mot est peut-être grave, mais on matera si c'est nécessaire, parce que l'État doit rester debout, parce que le Cameroun doit rester debout, parce que celui qui dirige le Cameroun a choisi une option politique qui est celle de garder cet État unitaire et de le rendre décentralisé. Monsieur Tcho, ces gens-là nous ont brandi, moi en tout cas, ils ont brandi au gouvernement un ensemble de revendications. Vous pouvez m'indiquer laquelle n'a pas été résolue jusqu'au statut particulier. Aujourd'hui, nous n'avons pas de revendications. Si les gens veulent la sécession, c'est non. Et donc, de ce point de vue, lorsque la qualification, et madame a bien fait, de faire remarquer que les Nations Unies aujourd'hui, la plupart de ces pays-là, basculent à la qualification de terroristes. Lorsqu'un mouvement est terroriste, je ne vous dis pas ce qu'on en fait, mais il faut savoir que l'État du Cameroun prend ses responsabilités. L'école a repris, la vie a repris, avec les avatars qu'on peut comprendre dans la progression d'une économie de guerre dans une région comme celle-là. Mais, croyez-moi, si tous les Camerounais de bonne foi, je souligne bien de bonne foi, sont convergents de ce qu'il faut que ce pays demeure uni, je crois que nous arriverons à régler cette question. Mais, comme je le dis toujours, il faut la participation des populations. Beaucoup de populations demeurent aujourd'hui à la fois victimes, mais outils de cette guerre-là qui est une guerre inutile. Elles ne savent pas qu'elles servent une guerre d'usure qui peut durer et créer beaucoup de choses. Je vais vous dire, monsieur Tcho, je sors par là. Vous sortez par là, en sortie de cette guerre, les régions du nord-ouest et du sud-ouest seront celles qui auront beaucoup perdu, qui auront accusé un retard incroyable. Et si nous devons aller sur les enjeux politiques, il sera impossible que vos 20% puissent exister. Savez-vous où vivent ces gens du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui? Ces populations vivent ici. Et elles vivent ici sans être dérangées. C'est la preuve effectivement qu'il y a un discours mensonger, il y a un discours barbare qui est tenu et les populations en sont victimes. L'option du gouvernement, je le réitère ici, le président est cohérent sur sa ligne de direction. Je n'accepterai nullement que ce pays soit divisé. Je garde l'État unitaire. C'est une option qui ne fait pas de débat.
Et les Camerounais qui se sont réunis au dialogue national, dans leur grande majorité, ne sont pas sortis de ce discours-là. Donc ne venons pas ici la faire comme si nous ne sommes pas... Madame a été assez brutale en parlant de l'élection. Mais c'est au moment de l'élection que les candidats présentent des options politiques pour dire aux concitoyens, voici ce que je veux faire du Cameroun, et nous savons qui a gagné. Et donc de ce point de vue, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais je voudrais dire c'est une question, et je dois dire de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de hauts responsables de ce pays qui travaillent sur cette question, jour et nuit. Et je ne suis pas d'accord quand on parle de diplomatie morte de ce pays, ce n'est pas vrai. Je vous assure que des diplomates travaillent jour et nuit, rencontrent des gens jour et nuit. Et d'ailleurs, il y a des rencontres qui ne sont pas toujours rendues publiques et qui sont faites par des diplomates de très haut vol pour rechercher la paix, pour trouver les solutions qui vont pour que ces régions-là retrouvent la sérénité des autres 8 régions du Cameroun. Monsieur et vos statistiques de 20%, je ne suis pas sûr que vos statistiques sont vraies. Non, j'ai dit 24%. Ce n'est pas vrai. Non, j'ai calculé. Non, vous ne pouvez pas calculer parce que la notion d'anglophonie au Cameroun ne renvoie pas à quelque chose d'appartenance à ces régions. C'est des recherches, monsieur le directeur. Vos recherches, c'est mes recherches que j'ai faites. J'ai déterminé un taux de sécession de 24,983%. Je veux bien savoir comment vous les avez faites, mais les derniers chiffres... Je vais vous démontrer. Moi, j'ai démontré sur plusieurs plateaux. Je veux bien la démonstration, mais je dis que les derniers chiffres, les statistiques, l'INS et les autres instituts du Cameroun ne les situent pas à 20%. Donc je suis absolument gêné. Moi, je suis francophone, en tout cas, je suis issu des régions de la partie est Cameroun, mais mes enfants font leur formation anglophone. Je ne sais pas si moi aussi vous m'avez compté dans cette affaire-là. Je crois qu'il faut rester prudent. Je crois qu'il faut rester prudent. Et non pas parce que cette tendance à grossir ces chiffres, à donner l'illusion et l'impression d'un chiffre hasardeux de 20% de Camerounais qui seraient sécessionnistes est absolument dangereux. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui vivent dans ces régions peuvent s'identifier et être d'accord avec ces chiffres. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Je n'ai pas parlé de la statistique de la population anglophone. J'ai parlé d'une analyse statistique basée sur une loi qu'on appelle la loi de Student. C'est-à-dire que les mener des enquêtes au sein des individus qui habitent dans la partie anglophone pour savoir vous êtes fédéraliste, vous êtes unitariste ou bien vous êtes sécession, vous êtes sécessionniste. Après avoir fait ça, j'ai obtenu des variables. Et c'est ces variables-là qui m'a permis de déterminer ce taux de 24%. Comme d'autres ont fait au Nigeria. Je ne suis pas seul au Cameroun, d'autres ont fait au Nigeria. Avec 5%, Casamance 2%, Zanzibar en Tanzanie. Je vous ai donné une minute. Oui, je voudrais juste préciser que mon taux ne représente pas la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais le taux de la sécession dans la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui permet Cela veut dire que vous êtes aujourd'hui capable de donner à la... Et vous dites que je fais l'apologie à la sécession. Ça, c'est des menaces. Ce que vous dites... Laissez le procureur faire son travail. Ce que vous dites est d'autant plus grave. Moi, j'ai sacrifié ma vie pour la crise anglophone. Écoutez, ce que vous dites est d'autant plus grave que vous venez à visage découvert nous dire sur un plateau de télévision que vous connaissez 20% de sécessionnistes. Vous les connaissez et vous ne les mettez pas à la disposition des forces de sécurité. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écoutez ce que je vous dis. Attention. Les services de renseignement doivent vous enquêter. C'est bien sérieux. Les services de renseignement doivent vous auditionner. Vous ne pouvez pas vous mettre sur un plateau de télévision et nous dire que vous connaissez 20% de ces sécessionnistes. Non, je n'ai pas dit que je connais. Puisque vous les avez auditionnés. Vous les avez auditionnés. Une seconde, madame. J'ai déterminé le taux de la sécession. C'est bon, monsieur. Madame Fadjimatou. Tu vois, non, ça c'est des menaces. Monsieur, Madame Fadjimatou, en une minute. Monsieur Chaud. Ne vous sentez pas menacé. Vous n'êtes pas procureur. Monsieur Chaud, ne vous sentez pas menacé. Lorsque vous dites que vous avez fait des enquêtes, nous sommes d'accord que lorsqu'on fait une enquête, c'est sur un échantillon. Oui. Déjà en majorité, les populations dites anglophones qui ont pour langue d'expression l'anglais, mais qui sont petits, qui se sont retrouvés en majorité dans la zone d'expression francophone. Alors, lorsque vous dites que vous avez fait une étude et que vous avez déniché 24% des populations, nous sommes d'accord que est-ce que votre échantillon des 100 personnes à enquêter n'était pas déjà des personnes subjectives?
des personnes subjectives que vous avez choisies pour à qui adresser des questions. Et deuxièmement, il y a encore un autre problème. Quand vous leur demandez s'ils sont sécessionnistes, s'ils sont unitaristes, s'ils sont fédéralistes, est-ce que vous leur avez expliqué à quoi cela renvoie? Parce que c'est pas mon travail, madame. C'est pas mon travail. Lorsque vous rencontrez un monsieur, vous demandez, il vous répond par oui ou par non, vous validez et vous venez nous dire sur un plateau que vous avez mené des enquêtes. Non, je suis allé juste. Je suis allé dans. Ok, merci. Je crois que monsieur Bello. C'était pas dans la ville. Monsieur Bello doit prendre la parole sur ces questions également. Le service de renseignement ne connaît pas qui existe plusieurs groupes d'ambassoniers là-bas. Monsieur Bello, est-ce le service de renseignement connaissait pourquoi ils n'ont pas résolu le problème? Si le service de renseignement était vraiment performant, pourquoi la crise n'est pas résolue? Showalter, vous avez pris la parole et on vous a écouté. Permettez. Alimente cette guerre. Permettez que les Ambabas sont même à Yaoundé, ils ne sont pas à Bamenda ou à Boya, ils sont à Yaoundé. Demandez que Yaoundé arrête la guerre. Non, ça c'est ce discours que j'entends. Et c'est pour cette raison que les gens nous disent parfois la parole. Si on veut que la guerre s'arrête, que le président de la République dise que la guerre s'arrête. Mais monsieur Cho, puisque vous semblez très concerné et très informé, très renseigné sur la crise anglophone, nous avions vu ce cheval de Troie qui était arrivé sous la forme d'une grève corporatiste. Et what next? Après vos statistiques, vous pouvez mieux nous édifier. Non, monsieur Chaud, vous allez prendre la parole à votre prochain tour de parole et vous allez dire, je ne parle même plus. Vous allez dire ce que vous pensez. Permettez pour le moment que le tour de table soit respecté. J'ai même peur que je ne sortirai même pas. C'est moi qui vous ai donné la parole, donc je vais vous la remettre lorsqu'il faudra que vous vous exprimez à nouveau. C'est calme. Monsieur Bello, est-ce qu'il y a d'autres revendications claires des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui n'ont pas encore trouvé solution, dont la résolution pourrait participer à pacifier ces régions-là? Alors, Désiré, il faut dire ceci. J'ai suivi, Madame Fadimato refait un peu l'histoire de la crise, enfin l'historique, comment les choses se sont enchaînées. On a l'impression, parce qu'elle a parlé du cheval de Troie, une façon de nous dire que en fait ces gars dès le début avaient des ambitions sécessionnistes. Mais M. Chaud nous donne je ne pense pas. En tout cas, du moins c'est que nous avons vécu dans ce pays parce que ça ne date pas de longtemps. On parle de 95, de 2015-16. C'était des revendications simples. C'est-à-dire les enseignants. Il n'y avait pas d'agenda caché derrière ces revendications apparemment simples? Non, restons d'abord sur ce que nous voyons. C'était des revendications des enseignants, puis des avocats. Je me souviens même à l'époque, le garde des Sceaux avait répondu aux avocats que ce n'est pas l'État qui est leur employeur. L'avocat a pour employeur, entre guillemets, son client. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les solutions étaient arrivées, c'est que ces gars avaient revendiqué, là était venu? Je ne pense pas. Bon, on ne va pas refaire cette histoire. Admettons que l'État a fait des efforts. Dès le départ, nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons pensé que les aspirations de ces populations... Madame Fatima, en 2016, le PCRN n'était pas connu du lendemain politique camerounais. Oui, c'est vrai. Son président squattait un autre parti politique. Non, mais il n'y a pas de souci. Il existait quand même le président et il avait une manière de penser, une lecture sur cette crise-là. Je vous ai suivi sans être d'accord. Non, je vous ai parce que vous avez essayé de tronquer l'histoire. Non, quand vous parlez que le parti camerounais, je voudrais que vous nous restituiez également la vérité. Qu'en 2016, vous n'étiez pas encore là, peut-être vous étiez dans une mallette en attendant le présidentiel. Au départ de cette crise, c'était des revendications simples qui n'ont pas eu satisfaction à l'instant T. Oui. C'est-à-dire que quand on était à 10 revendications, on a apporté 2 ou 3 solutions. Or, les gars étaient déjà loin. Vous vous souvenez qu'ils ont même créé un consortium. Ces gars ont fini où? À Kondengui, ici à côté. Pour qu'un an plus tard, on les livrait. Donc, il y a eu des quoi dans la démarche de l'administration. Ça, on ne peut pas le nier. Ce sont des faits historiques. Donc, maintenant, nous avons pensé dès le début que les aspirations de ces populations-là ne sont pas indépendantistes ou sécessionnistes. Elles sont autonomistes. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que
aujourd'hui on décrit la centralisation excessive du pouvoir de l'État. C'est-à-dire que pour qu'on construise une route entre Bamenda et Ndop, il faut que ça passe au ministère, il faut que c'est le pouvoir central qui décide. Or, les populations de ce côté-là ont dit non. Et vous savez que ce sont des populations qui ont la tradition anglo-saxonne. Avec l'indirect rule. Oui, l'indirect rule, la décentralisation et tout. Donc, c'était la centralisation excessive du pouvoir de l'État. Et donc, ces populations, et comme même tout le reste du Cameroun, veulent l'autonomie dans la gestion. L'autonomie ne signifiant pas l'indépendance. L'autonomie ne signifiant pas la sécession. C'est-à-dire que nous restons dans un État unitaire, décentralisé, où les populations peuvent elles-mêmes gérer leur devenir avec les moyens qui leur sont donnés. C'est pourquoi nous avons proposé le fédéralisme communautaire. Qui n'est pas... parce que quand beaucoup entendent parler de fédéralisme, ils pensent directement à la fédération, c'est-à-dire l'organisation étatique qui voudrait qu'on ait un État central et des États fédérés. Or, ce n'est pas ça. Notre fédéralisme communautaire s'inscrit dans le cadre d'un État unitaire décentralisé. Ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas. Et là, je ne suis pas un peu d'accord avec mon grand frère Denis Somba pour dire que la décentralisation n'est pas effectivement mise en marche. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, vous avez un problème à Zina, il faut que c'est à Yaoundé qu'on le gère, la bureaucratie et tout. Donc, nous pensons qu'avec le fédéralisme communautaire, nous sortirons d'abord de ce carcan francophone, anglophone. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus anglophone. Les gens se sont tués au nom d'une langue étrangère. Donc, nous voulons effacer cela, nous voulons revenir aux sources. Parce qu'en 1884, lorsque les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé des communautés. Quand on cite les noms des résistants à l'occupation allemande, on vous dit c'est le chef Guélé Medouba, c'est le Lamido de ceci. Ce n'était pas un État central organisé avec un État-major central, c'était des communautés. Donc le Cameroun, c'est une république des communautés. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, c'est quand le Parti camerounais pour la réconciliation nationale propose un modèle de société. Qu'on revienne à ce modèle. En s'appuyant sur nos communautés qui existent. Parce que ces communautés, ce n'est pas nous qui allons les créer, elles existent. Donc ce n'est pas parce que nous voulons donc mettre une politique en marche pour tuer déjà ce carcan francophone, anglophone et revenir sur nos valeurs afin de sortir, pour éviter ce que nous avons vécu avec les crises anglophones, la crise anglophone, pour que nous lançons, pour former une puissance, pour que le Cameroun devienne une puissance. Très bien. Non, je suis gêné de voir que mon cher est tellement superficiel. Non, il y avait un projet de dislocation du Cameroun qui était normalement ourdi et construit. Les grèves n'étaient qu'un écran de fumée, c'était un prétexte pour la mise en branle d'une action qui était suffisamment coordonnée. Il faut en cela féliciter nos forces de défense et de sécurité qui ont, de manière... Souvenez-vous du discours du président à l'aéroport de Simalène. Le président avait dit « tout est parfaitement clair ». Tout est parfaitement clair, c'est un chef d'État qui parle. Il ne faut pas que nous soyons naïfs, que nous ayons des prétextes sur des choses. Et je dois dire que le Cameroun dispose d'un système de renseignement qui est bien huilé. Et ça, M. Tcho, ne croyez pas que les gens ne sont au courant de rien. Les gens sont au courant de ce qui se passe. Et le président a promis de venir à bout de cela. Je veux dire que les solutions que M. Krabal propose dans son livre ne sont pas une panacée, c'est une solution. Il propose un communautarisme qui va nous aboutir à la reconstitution du Cameroun par les communautés qui sont elles-mêmes installées maintenant de manière disparate. Moi, j'ai envie de savoir comment on retrouvera les bêtis qui sont sur 4-5 régions pour construire un communautarisme qui n'existe même plus aujourd'hui dans les Camerounais de 4e, 5e génération, qui sont de grands-pères Betty, de grands-mères Douala, qui sont même de pères. C'est des construits sociologiques aujourd'hui qui sont dynamiques et qui peuvent poser un problème du point de vue de la matérialisation. Dire qu'on vit à Saint-Mélima ne veut pas dire qu'on est boule aujourd'hui. Si vous allez dans des localités comme Ambam, vous trouvez peut-être plus de Bamoun qu'il y en a à Foumoun. Donc je veux dire qu'il faut faire attention à cette analyse du terrain qui peut vous donner des chiffres qui sont tout à fait tronqués. Mais c'est une vision politique qu'on peut approfondir. Restant précisément sur cette question, je dois dire que
toute forme de sécession, toute forme de tentative de déconstruction des États peut prendre différentes formes. Tout dépend également des logiques de ceux qui veulent le faire. Mais l'État central est fort, l'État central est puissant. Je l'ai dit d'antan, aucun centimètre n'est perdu. La plupart des sécessionnistes vivent en forêt, cachés, repliés dans des zones où ils sortent de manière sporadique pour faire des... S'ils sont autant forts, qu'ils se montrent, qu'ils viennent combattre, qu'ils viennent dire nous voici, mais ils attendent la nuit, ils prennent en otage des innocents, des enfants, ils prennent en otage des femmes à partie, ou ils attaquent des soldats isolés. Ça, c'est la preuve d'une organisation qui manque de structuration et de contenu. On peut regretter, et c'est ça les préoccupations du pouvoir, les populations qui sont prises à partie, qui ne peuvent pas vivre décemment, qui sont prises pour bouclier entre deux feux, et qui aujourd'hui constituent notre préoccupation. Mais je dois dire, pour sortir, je l'ai dit, la solution est politique, et dans le politique, il y a le militaire, dans le politique, il y a le stratégique, le gouvernement. Je vous ai dit que la lecture de ce qui s'est passé cette semaine est très importante. Le gouvernement a réuni les diplomates pour leur parler, pour leur dire, nous en sommes à cette étape-ci, et probablement, en diplomatie, vous le savez, il y a toujours des non-dits. Donc, il faut faire attention, il faut rester prudent, il faut rester cohérent. Je l'ai dit, le chef de l'État a une option. Cette option-là, il a clairement dit, c'est l'État unitaire décentralisé. Beaucoup de choses sont faites et parfois nous ne sommes pas au courant. Allez auprès des mairies et interrogez. Faites un tour, vous allez voir. Les mécanismes que les maires ont aujourd'hui dans les budgets, certes, dans aucune fédération au monde, mon cher ami, l'État central ne meurt. Parce que pour vous, parce qu'on a fait la route entre... Ça veut dire que c'est la mairie qui doit pouvoir tout faire parce qu'on a fait la décentralisation. Non. Même aux États-Unis, l'État central demeure l'État central. Les grands investissements sont contrôlés par l'État central. La politique les plus puissantes sont contrôlées par l'État central. Et puis, je l'ai aussi dit, ces mécanismes, cet apprentissage, cette nouvelle forme politique arrive. Je suis en disant que je fais confiance à nos forces de défense et de sécurité, qui nous permet de pouvoir bavarder aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir faire ce débat citoyen, parce qu'elles ont mis de la sécurité. Elles y sont dans des conditions difficiles et dans ces régions-là, et elles maintiennent nos populations. Moi, je suis fier de voir que les enfants ont repris l'école. C'est la preuve que l'État contrôle ces régions. Et je peux dire, avec les pouvoirs publics, que cette guerre, ou alors ce banditisme déclaré va être gagné. C'est d'autant plus que je ne vois pas de vision. On ne voit pas de vision. Il faut même d'ailleurs regretter, vous me permettrez d'être un peu long, les coalitions malsaines avec certains partis politiques. Souvenez-vous d'un pseudo-concert organisé par un jeune homme dont la propension à fumer la drogue est clairement déclarée dans une salle de fête à Paris. On a vu, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Alors, vous avez vu le président d'un parti politique notoirement connu s'amuser avec des drapeaux des ambazoniens. Un homme politique qui vit pourtant à Yaoundé sans être menacé, c'est vous dire même que l'État n'est pas assez violent. Parce qu'il y a des certitudes de coalition, de coaction même, entre ce monsieur. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'une bande armée issue également de ce parti politique s'est attaquée au séjour du président à Genève. Il y a quelques jours. Pour dire, mon cher ami, que la tempérance du chef de l'État, son sens de la politique prononcée, son sens du dialogue prononcé, parce que je ne suis pas sûr que si à la tête du Cameroun, on aurait eu un homme qui n'est pas autant tempérant, nous en serions encore là. Ce que dit est très important. Oui, c'est important. Je voudrais que vous réagissiez. Oui. J'en fais parmi ceux qui conseillent bien l'État. Et il faut demander à l'État de ne pas réprimer les gens comme nous, mais plutôt d'inviter. Non, je suis auditionné. Quand vous écoutez, vous en savez assez. D'accord. On a besoin d'exploiter des gens comme vous qui connaissent les sécessionnistes, qui savent où ils habitent. D'ailleurs, vous avez dit que certains sont à Yaoundé. Oui, ils sont à Yaoundé. Vous nous disiez où ils habitent. C'est très important. Mon cher René, peut-être vous allez m'aider. J'ai déposé des demandes à la présidence au MINAT et au MINDEP, on ne m'a jamais reçu. Donc passons. Bello, j'ai un problème avec le PCR1. Vous conseillez très mal l'État. Vous parlez du fédéralisme communautaire. Vous avez lu la thèse de M. Lekenen Donfak sur l'échec du fédéralisme de 1980. Après 1990, après la tripartite. Vous parlez du communautaire. Maintenant, le livre du professeur Kamdem Emmanuel. Attends, qui vous a donné le mandat de parler du fédéralisme communautaire? Ça va, le Cameroun va s'éclater. Monsieur Walters. Oui. Le thème actuellement, je sais. Ce n'est pas le fédéralisme. Pourquoi l'a évoqué? Ce n'est pas le fédéralisme communautaire. Ne parle donc plus de ça parce que c'est l'offre politique du PCN. Nous ne sommes pas en campagne. Mais il est
vous êtes invité à ce débat en tant que membre et communicant du PCRN, c'est normal qu'il puisse faire allusion à l'ouvrage commis par le président du PCN actuellement. Non, il n'a pas reçu mandat. Moi, je vous invite... Le PCN n'a pas reçu mandat de réformer l'État. Moi, je vous invite... Laissez ce pouvoir au président de la République. Monsieur Walders, on appelle ça ne déplaçons pas le débat. Un parti politique la question... Mon temps de parole. Posez-moi la question. Vous avez déjà épuisé la moitié de votre temps de parole à répondre sur une question qui ne vous est pas posée. La question, c'est sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a eu au départ des revendications dites corporatistes qui ont été satisfaites. 2016. Bon, nous sommes d'accord, le président Paul Biya n'est pas un fédéraliste. Il y a très peu, sinon aucune chance pour que nous arrivions au fédéralisme avant la prochaine élection. Maintenant, quelle pourrait être l'autre solution, à part ce qui a déjà été fait? On a donné la common law, on a ouvert une section à l'ENAM, il y a les travaux au port de Limbi, on a recruté les enseignants, on a redéployé certains qui étaient dans d'autres parties du pays, on a donné le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec un certain nombre de spécificités. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour satisfaire, pour contenter ces 24% là, de population que vous dites être pro-sécessionniste? Je vais analyser ces 3 points et vous-même vous allez choisir laquelle est probable. Premier point, la crise anglophone. Tout ce que vous venez de citer là, le grand dialogue national, le statut spécial, le recrutement, c'est pour répondre à la crise anglophone, dont les revendications coopératives 2016. La crise amazonienne qui date de 1961, il faut aller à la négociation. Le problème anglophone qu'il faut réformer l'État, il faut appeler un dialogue inclusif national. Choisissez donc ces 3 points, laquelle vous convient et... Si on devrait négocier, avec qui? Ouais, j'ai fait les analyses, non. Je dis qu'il y a 3 choses. La première chose, le problème anglophone, refaire l'État avec un dialogue inclusif. Je vous ai posé la crise anglophone, continuez à faire les dialogues. Qui sont les porteurs de ces 3 points? Je vous ai posé une question. Mais je vous ai répondu. Si on veut négocier aujourd'hui sur les questions de sécession, avec qui l'État camerounais devrait-il négocier en l'état actuel des choses? Le renseignement sait. Vous avez fait une étude approfondie. La direction de recherche du renseignement extérieur sait qui. Bon, vous voulez que je présente mes études gratuitement? Bon. Non, ne présentez pas les résultats de vos études. On aura certainement une autre occasion. Je vous réponds. Il faut que balayer cette question. Votre temps de parole est déjà épuisé. Non, une seconde, pardon. Vous n'allez pas me refuser. Allez-y. Nous avons au moins 7 groupes opérationnels dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et 18 groupes à l'étranger dans deux grands groupes, c'est-à-dire le Amazonian Defense Force of Ayabacho, le Interim Government of Sandwell et Comé, qui sont divisés sur 43 groupes dans ces forêts qui sont dans la région Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc pour discuter, il faut regrouper ces 43 groupes. L'autre groupe qui a plus de 800 Ambabor et les autres qui ont plus de 3000, 4000 Ambabor. Donc il y a 5 au pays, 18 à l'étranger. Vous comprenez mes statistiques? Donc vous discutez avec ces groupes-là. Sauf que si vous appelez maintenant à un dialogue, d'autres fractions vont venir, d'autres ne viendront pas. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Actuellement, l'Amazonian Defense Force se bat avec Interim Government et ils s'entretuent même. Comment on a fait pour en arriver là? Ce qu'il faut faire, il faut réunir toutes les fractions. Comment y arriver? C'est une équation à 1000 inconnus. Ok. Madame Fadimato. Monsieur Désiré, je souffle parce que tout à l'heure, Monsieur Yaya a évoqué quelque chose d'important. En 1884, cette histoire de fédéralisme n'existait pas. Nous avions un Cameroun. Et parce que nous avions un Cameroun, à un moment donné, les avatars de l'histoire nous sont amenés vers des personnes qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. La colonisation, nous savons tous à quoi ça a servi. On se retrouve aujourd'hui malgré soi d'expressions francophones ou d'expressions anglophones. Mais sauf que lorsque vous allez dans le nord-ouest et le sud-ouest, monsieur Désiré, la plupart parlent le pidgin. Très rares sont ces gens-là qui s'expriment en anglais, surtout dans les conversations sociales. Et lorsque les gens sont incapables de s'exprimer dans une langue
Ils ne peuvent pas faire... Comment peuvent-ils revendiquer être de la culture d'une langue dont ils ne maîtrisent même pas la syntaxe? Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Les noms qu'il a cités, il y en a qui se sont arrogés de faire du commerce sur les populations. C'est du chantage politique. Les gens dont ils citent les noms là, nous savons que la plupart de ces gens-là ont fait les études au Cameroun. Ils ont bénéficié du système de l'État unitaire, central, de l'État central, pour faire ces études, pour acquérir. Mais aujourd'hui, ils font les diplômes de leurs enfants via Internet. Vous avez parlé d'un autre là, il s'appelle quoi? L'un des principaux financiers de la force défense machin, Ambazo machin. Je l'ai vu, il était à la piscine avec sa petite famille. Son fils venait d'obtenir son diplôme aux États-Unis, mais il empêche aux enfants des autres d'aller à l'école. Et il prétend vous libérer. Ça rejoint ce que un de ces combattants avait dit lors du grand dialogue national. Il nous a dit, ces gens-là, ces enfants nous ont dit, qu'on leur avait dit que dans 3 mois, tout serait terminé et chacun irait chaque mois percevoir de l'argent. Dans aucun État au monde, monsieur Cho, dites ça aux populations que vous fréquentez, qu'on ne perçoit pas de l'argent pour rien. On travaille pour percevoir de l'argent. Ce sont de désinformer les populations. Tout à l'heure, il a évoqué les revendications de des routes. Monsieur Yaya, il y a 1200 édifices étatiques qui ont été détruits par ces grands bandits, ces bandits de grands chemins. Je les appelle bandits de grands chemins. Pourquoi? Parce que nous le savons tous. Au début de cette crise, plusieurs bandits ont été libérés dans les prisons et les cellules. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue en train de faire ce pourquoi ils avaient été emprisonnés pour la plupart. Mais vous nous dites qu'ils revendiquent quelque chose. Comment pouvez-vous nous expliquer, monsieur Ayaba, monsieur Yaya, que les gens en viennent à prendre les armes contre leur propre population et que ces populations fuient et viennent se réfugier vers les gens qui sont prétendument être leurs bourreaux. Ils disent qu'ils ont un projet politique. Mais soyons sérieux. À un moment donné, nous devons dire le langage de la vérité aux Camerounais. Dans chaque localité, moi je viens d'une localité, Foumbot pour ne pas la citer, et je vis également à Yaoundé. Je dis tous mes voisins la plupart viennent de la zone nord-ouest et sud-ouest. Et je me suis amusé à causer avec eux. Je leur ai demandé, on vous a dit que vous êtes ici depuis combien d'années? Il y en a qui me disent 3 ans, il y en a qui me disent 4 ans, il y en a qui me disent 2 ans. Vous fuyez, il dit il y a la guerre là-bas. Je dis on vous a dit qu'on veut quoi? Ils disent qu'ils ne savent pas. Pour la plupart. Ils ne savent pas de quoi vous leur parlez. Mais il y a des gens sur les plateaux de télévision qui nous disent c'est que ces gens-là ne connaissent même pas. Arrêtons un peu. À un moment donné, il faudrait qu'on sache, qu'on appelle le chat. Chat, tout à l'heure, il a parlé d'un coup d'état scientifique. Nous n'en sommes pas loin. Il y en a qui pensent qu'ils doivent prendre les raccourcis, ils doivent marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Et sauf que le Cameroun, depuis 90, a opté pour la démocratie. Et qui dit démocratie dit élection. Vous avez des propositions à faire aux Camerounais. Créez votre parti politique. Présentez leur des offres. Si les Camerounais sont partants, ils voteront pour vous. Sauf que malheureusement, il faut qu'on se le dise. Le RDPC aujourd'hui reçoit tous les coups et tous les greffes. C'est normal parce que c'est l'unique parti qui existe dans 360 communes. J'invite dans les... Parce que vous êtes au pouvoir aussi. J'invite... Nous sommes au pouvoir justement parce que nous avons travaillé à y être. Nous avons travaillé depuis des années depuis la création du RDPC à être au pouvoir. Donc il faut que les partis politiques le sachent. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on viendra préparer son offre. Investissez-vous sur le terrain. Faites un peu comme nous. Osez faire des renouvellements des organes de base. Allez au front. Je crois que si vous sortez raffermi et agayadi comme le RDPC est parti, des renouvellements des organes de base pour revenir et être sur pied sans déchirement,
alors là, en ce moment-là, vous aurez, mais il y a eu renouvellement. Vous aurez la légitimité de prétendre gérer ce Cameroun. La capacité d'un politique à gérer ses dissensions internes. C'est ça qui fait d'un parti politique un parti fort comme le RDPC. Mais sur le PCRN, le libéralisme communautaire, aller sur le terrain, c'est pas sur le fédéralisme communautaire. Très bien. C'est sur cette parole que nous allons refermer le débat. Monsieur, il est 12h56. On aurait dû le refermer à 12h52. Donc on aura certainement l'occasion de nous revoir sur ce plateau. Mais Monsieur Showalters, merci d'avoir été des nôtres. Vous avez enrichi ce plateau de votre maîtrise de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci, Monsieur le directeur Omba, d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir une fois de plus de vous avoir accompagné pendant ces 2 heures. Je vous laisse en compagnie des programmes de Cam10 TV. Ne manquez pas de guests ce soir. Jean-Jacques Zé reçoit Dieudonné Issoumba. C'est un grand rendez-vous de télé. Vous allez certainement apprécier. Moi, je vous reviens demain 7h30 pour la revue de la presse. Merci de passer un bon dimanche et excellente semaine.